You don't know what it's like to be the Batman. Non, je sais pas c'est quoi être Batman. Bonjour tout le monde! Non, les intros sont pas écrites, sinon on n'assisterait pas à ce genre de dérape. Comment allez-vous? Hein? Une nouvelle semaine, de la vitamine, du soleil qui rentre par la fenêtre. Allez, ouvrez les stores! Wouh! Je voulais intégrer plus de... comment t'appelles ça? Pas de slam. Non, ça serait malade. Je fasse du slam dans les intros. La nuit, le suit bija, avec un petit peu de, tu sais, question que ça commence tout le temps, tu sais, super comme, bon, si j'ai insulté des slammeurs, évidemment, je manquerai ça. Alors, donc, c'est une blague, on reste calme. Je voulais dire du, comment t'appelles ça, le ski I'm a scat, du scat man, tibidim yom darum do. Alors, cette semaine, est-ce que je vois mieux? Bon, je pense que vous avez déjà eu votre réponse. Oui et non. La réponse, c'est oui et non. Très content de vous retrouver parce qu'on a eu des super... d'ailleurs, il y a du très bon feedback pour les derniers épisodes qui était Chris Tanger pour les gens comme moi qui sont rendus extrêmement proches de lui. Et, c'est une blague, évidemment. Et, et Pierre-Édouard Bellemare. Et c'est ça que j'aime de Dreadful Tape, de jumeler autant des gars comme ça, des gros noms sur lesquels vous avez cliqué peut-être parce que vous reconnaissiez les joueurs que vous voyez jouer chaque semaine. Mais on a aussi des épisodes où on vous fait découvrir des gens, des nouvelles perspectives sur le hockey. Et c'est exactement le cas cette semaine avec Philippe Rousseau, qui est un gars qui a fait une thèse de doctorat sur les commotions cérébrale, évidemment, au hockey, mais d'une perspective biomécanique. Et il est vraiment, vraiment bon pour nous vulgariser ça. Je vous le dis tout de suite parce que des fois, ça peut faire peur. OK, doctorat, ça va être un petit peu trop. Parce que des thèses de doctorat en tant que telles, c'est comme pas lisible pour les humains. Mais lui, nous vulgarise ça de manière complètement accessible et abordable. Ben, abordable, dans le sens que c'est pas cher. Non, plus accessible, que je veux dire. Et il est extrêmement sympathique, très intéressant. Et on s'entend, je veux dire, les commotions cérébrales, c'est la thématique en ce moment, le fléau dans le hockey. Je salue d'ailleurs Michael Furland des Canucks de Vancouver qui a joué, je pense, 14 matchs l'an dernier ou quelque chose comme ça et qui ne joue toujours pas cette saison, en raison, dis-je, des commotions cérébrales. Dans son cas, ben non, mais en fait, c'est accumulation. Donc, c'est assez catastrophique. Et lui, Philippe s'est intéressé à la question d'un point de vue vraiment biomécanique, comment c'est causé et sa méthode. Il nous explique toute sa méthodologie très rigoureuse, le cadre, tu sais, d'un doctorat. Ça implique des gars en rollerblade qui rentrent dans des dummies. Donc, je vous en dis pas plus, mais ça vaut vraiment la peine. D'ailleurs, je pense qu'il dans l'épisode, vu qu'on l'a enregistré par Zoom, il fait référence des fois à des documents visuels. Je vais essayer de rentrer en contact avec Philippe pour essayer de les mettre en commentaire ou dans la description de l'épisode. Donc, s'il y a des vidéos, des trucs qui peuvent aider à la compréhension de ce que Philippe explique, je vais essayer de les mettre justement reliés à l'épisode. Ah, voilà. Donc, avant de vous faire rencontrer Philippe, j'aimerais remercier et nommer en ondes Samuel Drolet, Kevin Larente et Maude Gagné. Qu'ont-ils en commun? Eh bien, ce sont 3 personnes qui nous font l'honneur de porter le C sur le chandail de Dreadful Tape. Oui, ce sont des capitaines de l'équipe Dreadful Tape. Exactement, ils sont 3 personnes qui ont le package capitaine sur notre Patreon, des leaders de Dreadful Tape, et on l'apprécie tellement et ça nous fait plaisir parce que ça fait partie de leur package qui soit nommé en ondes et ça me touche énormément et ça me fait tellement plaisir de vous nommer ces gens-là. C'est des gens comme ça et tous les autres aussi qui sont sur le Patreon, n'a pas de discrimination quand même, qui font de Dreadful Tape ce qu'on a en ce moment et qui expliquent pourquoi on peut continuer de vous amener des épisodes autant Chris Letang que Philippe Rousseau, que des gars comme Pierre-Édouard Bellemare et tous les autres, des gars, des filles. Donc, merci à ces gens-là qui sont des leaders, qui sont des capitaines. Et c'est possible pour vous d'être capitaine ou joueur ou peu importe sur l'équipe de Dreadful Tape. Il y a un poste pour vous sur l'équipe. Ça, c'est assuré. Simplement vous rendre au patreon.com/Dreadful Tape. Et vous aussi, vous pouvez être comme eux, capitaine. Je peux parler de vous dans un épisode et avoir accès aux avantages que sont les tirages, les épisodes d'avance. D'ailleurs, scoop! Attention! En étant Patreon maintenant, vous pouvez écouter dès maintenant, si je ne me trompe pas, l'épisode de Pavel Barber. Oui, le Pavel Barber, le Manitou du stick handling, Monsieur Instagram, YouTube, qui est passé à Dreadful Tape. Ça, c'est accessible dès maintenant quand vous êtes un membre Patreon. Tout ça, évidemment, en permettant à Dreadful Tape de continuer d'exister. Et ça, c'est tout à votre honneur. Hein?
Pas plate. Alors, sans plus tarder, en fait, je vous envoie l'épisode qui a été enregistré le 4 novembre 2020. C'est encore dans les débuts de nos enregistrements par Zoom. Et très fascinant, très, très, très sympa, le mec. Parce que oui, je me mets à dire des mots là, qui ne fêtent pas du tout avec mes personnalités. Donc, sans plus tarder, voici Philippe Rousseau. Drette sur le tape avec David Bocage. Fait que dans le fond, je suis avec Phil Rousseau, qui est un gars que je connais pas, en fait, finalement, mais qui m'a été parlé par ma sœur qui court avec la blonde de Phil. Phil, vraiment, merci de prendre le temps de nous parler en direct de... Ça fait plaisir. En direct d'Ottawa. Ottawa! Oui, Ottawa, Ontario. Ah oui, absolument. C'est ça, on s'est parlé un peu avant, là, mais si j'avais pas su, je te demandais d'où tu viens, puis ça, mais si j'avais pas su, à cause de ton flow, t'as comme un flow franco-ontarien. Je penserais que je mettrais de l'argent sur le fait que t'es franco-ontarien si je savais pas. C'est drôle parce que je l'étais pas au tout début. Ça fait longtemps que j'habite à Ottawa. Là. J'ai déménagé ici en 2006. J'ai commencé mon bac en 2002 à l'Université d'Ottawa, mais j'habitais à Gatineau dans ce temps-là, donc ça c'est du bord du Québec. C'est quand même la même ville, mais différent. Mais avant ça, j'ai habité 9 ans en Europe. Ah oui, c'est ça, t'as promené. Ben oui, parce que mon père est militaire, donc moi, forcément, j'ai suivi. Puis ça a donné comme ça que j'ai habité dans divers pays, au point où j'ai fait 9 écoles par le temps que j'ai gradué du secondaire. Donc, j'ai habité, au tout début en Allemagne. Ouais, donc, j'ai habité là. Ouais. C'est lequel des pays que tu changeais de pays pour aller à l'école? Quand j'habitais en Hollande, donc aux Pays-Bas. Ouais. Parce que je sais pas si y a quelqu'un ici qui est familier avec le néerlandais, mais c'est une langue qui est assez... le Dutch. Oui, c'est pas comment dire? Facile. C'est pas évident à comprendre. C'est comme l'allemand, mais encore plus tough. Donc, à la place d'aller à une école hollandaise, mais néerlandaise, donc je traversais la frontière pour aller à l'école en Belgique. Puis là, on parle d'une petite école de rien. Là. Les enseignantes, c'était des sœurs, des nonnes. Puis j'ai appris tout le curriculum belge très différent. Là, écrire en lettres cursif, j'avais jamais appris ça, puis tout le monde était capable, puis on jouait au soccer, toute la culture était différente. Puis moi, tu dis je suis franco-ontarien, maintenant c'est drôle parce que je me suis toujours identifié comme étant canadien, français, parce que j'avais pas d'autres points d'attache précis. Puis le hockey, c'était comme ma façon à moi de m'identifier en tant que Canadien. Tu sais, parce que c'était la différence que j'avais entre moi et mes amis, c'est que moi, j'aimais le hockey. Puis c'était au point où même, je me souviens, mon école, ils avaient acheté des petits bâtons de hockey pour me permettre de jouer. Puis Canadien Montréal, ça a toujours été mon équipe préférée, parce que ma famille vient quand même de Trois-Rivières puis de Montréal. Donc, forcément, c'est dans le sang. Là. Donc, c'est ça, c'est que tu as appris le français parce que tes parents sont francophones, mais tu n'as jamais grandi au Québec. Non, juste 2 ans. Le français, c'est que tu es francophone et canadien. Ah oui, moi, je suis un mélange. Là. J'ai habité... je suis né à Vanier, donc à Québec. Là. Non, à Québec. Parce que Vanier, c'est un quartier d'Ottawa aussi, c'est pour ça. Oui, c'est effectivement. Non, dans le quartier de Québec, à cause de la base militaire là-bas. OK. Puis après 2 ans, je suis allé à Chypre, puis après ça, je suis plus revenu au Québec. Donc, Chypre, exact. Ça, c'est une petite île. Le lien est tout naturel vers ton PhD, ton doctorat, parce que le hockey est resté et t'a suivi. Bref, t'es arrivé avec un angle vraiment intéressant parce que c'est ça que j'aime du podcast, de recevoir des gens qui ont des angles vraiment intéressants puis des liens un peu farfelus, mais entre guillemets, là, mais en tout cas inhabituels, mais intéressants avec le hockey. Puis toi, t'as
je vais finir par faire une phrase au complet, puis après, je vais m'évanouir. Puis là, le podcast, tu vas continuer seul. Non. Donc, t'as fait j'allais dire ta maîtrise, mais c'est un doctorat sur les impacts. Mais je veux que tu m'en parles parce que je ne vais pas bien en parler. Donc, c'est quoi exactement ton doctorat et le lien avec le hockey? Parce que c'est vraiment intéressant. Vas-y, tu parles maintenant. Donc, là, c'est sûr que je vais essayer de condenser un travail de 7 ans. 3 burn-out. Tu me demandes de même. Oh, c'est pas facile, mais je suis pas là pour ça. Mais dans le sens que peut-être souvent, des fois, penser en termes de en une ou deux phrases. Oui, non, absolument. Ce que j'ai essayé de faire. On va rentrer après dans les détails plus. Parfait. Ce que j'ai essayé de faire, c'est que j'ai essayé de diriger ma recherche dans la compréhension du mécanisme. Quand je dis mécanisme, c'est vraiment c'est comme essayer de décrire la collision ou décrire la situation qui a provoqué une commotion cérébrale. Puis la raison pourquoi j'ai choisi le hockey comme thème principal pour le sujet de ma thèse, c'est parce que des commotions cérébrales, ça se produit dans tous les sports, dans tous les même dans des événements comme, mettons, si tu vas faire du vélo, c'est possible que tu aies un accident. Mais la différence étant que c'est pas sur caméra tout le temps. Puis comme une surface de glace est très petite, puis il y a des caméras partout dans la Ligue nationale, c'est facile pour moi de bien identifier l'événement qui a causé la commotion cérébrale. Quelque chose qui est beaucoup plus difficile, même au football américain, par exemple, quand tu as tellement d'athlètes sur le terrain en même temps, que un par-dessus l'autre, ça devient très complexe. Le hockey, ça se prête très bien à l'analyse. Fait que là, tu avais beaucoup de données et vidéos qui te permettaient d'un peu débuter ça. Puis j'imagine que aussi, si tu t'intéresses aux causes et un peu au fonctionnement des circonstances qui vont mener à des commotions, c'est aussi dans un but aussi pour les prévenir par la suite, j'imagine, de comprendre comment ça marche. Exactement ça, parce que afin de pouvoir prévenir un événement, il faut être capable de savoir, il faut être capable de le prédire. Donc, il faut être capable de connaître les caractéristiques, donc le contexte dans lequel il se produit pour dire, OK, voici un élément clé qu'on devra réduire. Puis là, on pourra rentrer en détail de quelles sont ces caractéristiques-là tantôt. Mais l'idée, c'est si on n'a aucune idée comment ça se produit, on peut pas l'arrêter. C'est sûr qu'on pourrait l'arrêter en disant, arrêtez de vous frapper. Mais à un moment donné, on décide, OK, certains sports, mettons, on se dit les jeunes, pas de contact. C'est possible. Mais à un moment donné, on se dit, oui, mais les adultes, on a le droit de vouloir avoir cet élément-là de physicalité. Comment est-ce qu'on peut intégrer ça, mais protéger quand même un peu les athlètes? Puis là, on s'est dit, OK, on va essayer de développer des casques. Donc, parce que le casque, c'est le moyen le plus communément associé à un moyen pour prévenir la blessure à la tête. Ouais. Mais une fois qu'on dit, OK, maintenant on a un casque, là, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour l'améliorer? Comment est-ce qu'on fait pour décider lequel est meilleur? Puis si tu n'as aucune idée comment ça se produit, tu n'as aucune idée comment déterminer quel est meilleur. Donc, ça devient toute une affaire de marketing. On va revenir aux casques dans quelques instants parce que je sais que les casques, on connaît pas vraiment ça, mais je sais que tu en as long à dire là-dessus, comme quoi ils sont pas particulièrement bien conçus ou que c'est pas quelque chose qui est particulièrement bien compris. Puis on va passer à travers l'historique des casques, ça c'est vraiment intéressant. Mais commençons par comment justement tu t'attaques à ça, comment de manière scientifique, tu quantifies et tu rationalises justement les causes des commotions. Comment tu vas chercher tes données, tu sais? Donc, généralement, quand tu débutes, tu te dis, OK, j'observe quelque chose. Donc, on a remarqué que quand tu as 2 athlètes qui se rentrent dedans, généralement, il peut avoir des blessures, mais pas tout le temps. Donc, c'est ça qui commence à mettre la puce à l'oreille. C'est ça qui dit, pourquoi est-ce que quand ces 2 gars-là sont rentrés dedans, il y en a un des 2 qui est resté par terre. Puis quand ces 2 autres-là sont rentrés dedans, les 2 sont relevés comme si de rien n'était. Pourquoi? Puis c'est ça qui commence à te faire, OK, ça veut dire que même si, en gros, c'est la même affaire, ces 2 gars qui sont rentrés dedans, il y a des petites choses à l'intérieur il y a des caractéristiques qui sont différentes. Puis c'est ceux-là qu'on commence à isoler puis à identifier. Puis, en gros, la biomécanique, c'est qu'on se base sur
des concepts de physique, donc qui existent depuis tellement des centaines d'années que c'est facile à intégrer. Mais c'est juste vraiment de regarder l'aspect sportif, donc la blessure, mais avec un regard, avec toutes les connaissances qu'on a avec, qu'est-ce qui est typiquement, mettons, quelles sont les caractéristiques qui sont normalement importantes lorsqu'on parle d'un contact entre deux structures? Et laisse-moi te demander, quelles sont-elles? Je te pose ça si tu veux le faire tout de suite. Donc, oui. OK. En gros, vas-y comme tu le fais, là. Comme okay. si puis moi, je te suis, puis il n'y a pas de stress. Puis tu peux revenir en arrière après. Okay. Exact. Donc, en gros, il y en a 5. Là, c'est pas en ordre d'importance, là. Je vais juste te les donner, mais il y a la masse qui rentre en hindou ou, en autre mot, le poids. Okay? Donc, je vais les nommer, puis après ça, on pourra en parler l'un après l'autre, ceux qui t'intéressent. Donc, il y a la masse des objets qui rentrent en contact. Donc, le poids, ça peut être le poids de l'athlète. Ouais. Ensuite, il y a la vitesse à laquelle la collision se produit. Ensuite, puis là, le terme est un petit peu moins... donc, je vais l'emprunter de, mettons, Marc Messier des Boys, la dureté. C'est pas un mot très scientifique, mais c'est un mot que les gens connaissent. La souplesse, c'est juste pour, mettons, celle-là, pour mieux l'expliquer, c'est ou alors tu peux... je pense que tout le monde, mettons, a joué au dodgeball avec les balles, tu sais, les gros ballons durs dans les classes de gym. T'avais des ballons mous, puis t'avais des ballons durs. Ben, c'est ça que je veux dire par dureté. La balle a beau être lancée à la même vitesse, puis ça pèse à peu près la même chose. Le fait qu'un soit en mousse, là, ça te dérange pas trop de le recevoir dans le visage. Tandis que t'as l'autre balle dure, là, qui fait mal. Ça, c'est ça que je veux dire par dureté. Et les deux derniers, t'as le point de contact. Donc, mettons, si tu te fais frapper sur le front, par rapport à sur la tempe, par rapport à derrière la tête. Et le dernier, ça va être l'angle ou l'orientation. Parce que tu peux arriver, mettons, sur le front direct, là, comme un genre de, tu sais, un straight, comme un coup de poing à la boxe. OK? Donc, direct au menton qui est en ligne droite. Ou tu peux frapper encore le menton, mais arriver par le côté, qui est un petit peu plus comme un crochet. Et ça, c'est même si tu frappes au même endroit, avec le même point, le résultat va être différent. Parce que ça va faire, parce que ça, c'est tout comme ça, c'est ce qui rentre. Right. Et ensuite, il y a le résultat, qui est le mouvement de la tête après. Donc, la tête va bouger, ne va pas bouger, va tourner, va aller en ligne droite. Puis ça, ce sont d'autres paramètres. Le whiplash, un peu, ouais. Qui peut. Puis ça, c'est comme le milieu, donc la tête, comment la tête réagit. Et à la fin, tu as le résultat. Puis ça, ce qu'on peut faire dans le podcast, on peut parler des trois séparément, puis après ça, tu peux genre faire un genre de mishmash où tu vas... mais t'as le scénario. Ouais. T'as le mouvement de la tête qui peut être modifié. Puis après ça, t'as le cerveau qui se passe. Puis la raison pour laquelle c'est si compliqué que ça, les commotions cérébrales, c'est que c'est difficile pour nous de comprendre comment le cerveau réagit à un mouvement brusque. Puis quand j'appelle ça un mouvement brusque, encore une fois, c'est si on essaie de s'imaginer, si tu cours à pleine vitesse, comme imagine-toi, t'es en train de sprinter, les yeux fermés, puis je mets un mur devant toi. Le résultat sera pas le même que si je te demande, OK, maintenant ralentis. Pourtant, t'es allé de pleine vitesse à t'arrêter complètement. Mais parce que ça se fait sur une période prolongée, tu t'es pas blessé. Mais si tu t'arrêtes à l'aide d'une fraction de seconde, qui est le mur, ben là, ce qui arrive, c'est comme tu peux t'imaginer, la structure du cerveau va continuer. Tu sais, il y a un mouvement d'inertie qui va continuer d'aller vers l'avant. Puis ça peut commencer à étirer les structures à l'intérieur, étirer les neurones, étirer les vaisseaux sanguins, qui peut provoquer des blessures. Mais comme tu peux t'imaginer, on peut pas tester ça sur les gens. Ouais. Ça, c'est pour des raisons, comme tu peux t'imaginer, de morale puis éthique. Mais je peux pas frapper, on peut pas, genre, pour le fun, voir ce que ce serait à l'intérieur de ton cerveau si on te frappe. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'on n'a pas le choix d'utiliser autre chose. Ouais. Mais d'ailleurs, tu as une méthodologie qui était quand même assez drôle, là, parce qu'il fallait que tu recrées en laboratoire les impacts de hockey. Fait que parle-moi un peu de ça, parce que c'est des rollerblades. Oui, puis ça, ce que j'avais fait, c'est que ça, c'est pour parce qu'à un moment donné, quand tu fais c'est pas juste quand tu fais de la recherche, quand tu fais un doctorat, à un moment donné, tu te dis il va falloir concentrer ton regard. Il va falloir que tu choisisses un
petit aspect sur lequel tu peux te concentrer. Alors même si, parce que, tu sais, j'ai expliqué comme tu as différentes endroits qui sont importants pour la recherche, mais je peux pas tout faire en même temps. Donc moi, ce que je me suis dit, c'est que ce que j'ai remarqué, c'est que dans le contexte actuel, donc dans la recherche, dans ce que l'on fait en ce moment, on n'a pas l'air de bien comprendre les 5 caractéristiques qui décrivent une collision au hockey. Plus spécifiquement, un coup d'épaule ou alors un coup de coude. Puis, on peut pas. C'est très différent. Donc, comment est-ce que tu fais pour inventer ça? Donc, ce que les gens ont fait, ben si tu te souviens, tu as la masse. Ouais. Tu as la vélocité. Non, excuse, tu as la vitesse. Puis tu as la dureté. Donc, ce que les gens pourraient faire facilement, c'est que on connaît le poids d'un coude. Ça, c'est fait avec ça a été fait avec des cadavres, puis on est capable de peser ça. Mais comme tu peux dire, c'est pas comme si tu es en train de lancer ton coude à quelqu'un, là. Non. Donc, c'est pas juste la masse qui est importante, c'est la masse, il n'y a pas de bon terme, mais la masse active. Donc, c'est le fait d'utiliser ta masse. Le corps est capable tu sais, t'es capable avec tes muscles, d'augmenter légèrement, mettons, la masse de ton coude. Ta masse de ton coude change pas, mais l'effet est comme si tu en avais plus. C'est comme un coup de poing. Les boxeurs qui sont oui, ils frappent juste avec leurs mains. Ils n'augmentent pas la masse de leurs mains. Mais en alignant leur épaule, puis le corps, l'effet est beaucoup plus que juste la masse de leurs mains. Donc, ça augmente. Ben, on peut connaître ça à la boxe. Parce que tout ce qu'on a à faire, c'est mettre puis ça a été testé. Donc, tu avais, mettons, un punching bag, puis demander au boxeur de frapper toutes ses forces, puis ça peut être étudié. Mais au hockey, ça n'a juste pas été fait. Donc, je voulais refaire le semblable, mais au hockey, pour savoir, bon, mais finalement, quand tu fais frapper par un coude ou par l'épaule, c'est quoi la masse que j'utilise? C'est pas son torse au complet, c'est une portion. Puis après ça, ça a l'air dur, une épaule, mais ça se déforme beaucoup à l'impact. Surtout avec les épaulettes. Comment est-ce que tu fais pour estimer ça? Tu peux pas juste l'inventer. On pourrait l'inventer, mais moi, j'avais l'impression que c'était vraiment c'était vraiment très, très une grosse approximation. Je me suis dit, bon, ben, autant le tester moi-même. Puis c'est là que j'ai demandé à des joueurs de hockey de venir et de frapper ce qu'on appelle un crash test dummy. Parce que ce genre de crash test dummy-là, ça nous permet de mesurer les effets de l'impact. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retravaillé en arrière. Donc, maintenant que j'avais mon crash test dummy, j'avais dit, voici ce que c'est, voici l'effet d'un coup d'épaule. Maintenant, je vais essayer de le recréer en laboratoire en le matchant à ce que je venais d'observer. Puis, petite parenthèse, si tu me laisses partager mon écran. Ouais. Là, je sais que ça apparaîtra pas, mais c'est juste pour toi, David, pour que tu puisses voir ça. J'ai retrouvé des vieilles présentations que je faisais. Puis là, pour nommer, pendant que tu regardes pour ça, les joueurs de hockey n'étaient pas à pied, là. Ils couraient pas dans le dummy. Non, puis c'est ça que tu vas voir, j'ai des vidéos aussi. Ils étaient en fait pour les éditeurs en patin à roues alignées. Effectivement. T'étais dans, comme pour les gars, fallait-tu qu'ils prennent de l'élan? C'était gros comment? Je vais te le montrer, puis ça, je vais te le décrire. Ça, pour le décrire pour les gens qui le voient pas. Oui, effectivement. À quoi ça ressemble, tu sais? Ben, moi, je peux le partager parce que ça, ce sont mes vidéos. Donc, c'est pas comme ça, je me sens pas. Il va falloir juste faire que tu me donnes le droit de partager mon écran. Je pense que peut-être Samuel, peut-être. Ouais, exact, c'est ça. Je sais pas s'il le voit. Bon, en tout cas, il est peut-être parti. Ouais, peut-être parti faire une sieste. Mais dans tous les cas, parlons-en. Oui, donc, en gros, ce que j'étais dans un couloir parce que tu as besoin de beaucoup d'espace pour permettre à l'athlète de se mettre en vitesse confortable. Donc, j'étais dans un couloir de l'université, puis j'avais beaucoup d'espace ouvert. Puis là, ça leur donnait le temps d'atteindre une vitesse à laquelle ils sont confortables. Parce que le but, c'était pas de recréer la vitesse. C'était pas d'être le plus rapidement possible. C'est d'être en position confortable pour donner leur coup d'épaule ou leur coup de coude. Right. Puis après ça, merci, puis après ça, je pouvais recréer ça assez facilement. Tiens, maintenant, tu vas le voir. Puis je peux te les envoyer, bien entendu. Attends un petit peu, excuse-moi. La technologie. C'est quand même pratique. Tu sais, j'ai essayé de les envoyer, mais je pouvais pas tantôt à cause de... OK, ça, c'est ma présentation, donc check ça.
Ah, malheureusement, ça va à l'envers. OK. Fait que là, on a vraiment... Donc, ça, c'est le coup de OK. Puis ça ici, ça va être en slow motion. On a vraiment un joueur de hockey, un roller, qui a l'air un peu des gars dans Mighty Ducks quand ils jouent au roller en Californie. C'est-à-dire qu'il y a comme des épaulettes, pas de jersey, puis il rentre vraiment dans ce qui a l'air d'être juste une tête sur un genre de pylône, un peu comme dans un parc de jeux pour enfants, là, l'affaire sur lesquelles les enfants se balancent. Et on voit vraiment l'impact au ralenti de l'épaule, de l'épaulette qui rentre dans la tête du dummy. Comme on dirait s'il y avait on peut voir, il y en a qui c'est avec le coude, il y en a qui c'est avec l'épaule. C'est ça. Vraiment, là, vraiment bien filmé, d'ailleurs, là, au ralenti. Oui, on a des caméras qui peuvent filmer jusqu'à 20 000 images par seconde. Donc, c'est des caméras qui peuvent même... C'était des gars de quel niveau universitaire? Il y en avait de tous les niveaux différents. Okay. La majorité, ils ont joué à l'universitaire. Il y en a qui ont joué plus élevé. Okay. Dans la East Coast. Il y en avait dans la Ligue américaine. Tu avais une coupe junior majeure. Ben, en fait, la plupart sont passés à travers le junior majeur pour venir avant d'être à l'université. Mais l'idée, puis il y a des poids différents. Donc, des grosseurs différentes. Ouais. Parce que je voulais, m'assurer de toucher un petit peu à tout. Puis des pourcentages. Puis ça nous a permis de recréer ça ensuite en laboratoire parce que l'idée, en gros, là, c'est que, je t'avais dit que j'avais regardé des vidéos de la Ligue nationale. Donc, je suis allé revoir des... Oups. Dans le fond, t'avais, je pense, analysé quelque chose comme les... je me suis 3-4 ans. Ouais, en 2007 et 2010. Oui, je suis allé voir tout ce qui avait été publié sur comme Roto World là, dans le temps, parce que c'est ça qui est le fun en plus avec le sport professionnel, c'est qu'il y a une grosse business de... Mais les médias, dans le fond, c'est que c'est tellement... Il y a les médias, mais il y a aussi le fait que le monde veut parier. Puis ils vont parier. Afin de pouvoir parier sur ça, ils aiment avoir plein d'informations. Ils aiment ça savoir quel athlète est blessé. Ils aiment ça savoir quand est-ce qu'il va revenir. Donc moi, j'avais toute cette information-là. Je savais quand l'athlète avait joué son dernier match. Je savais pourquoi est-ce qu'il était blessé, parce que dans ce temps-là, c'était devenu obligatoire de le dire quand l'athlète avait une commotion cérébrale. C'est sûr qu'il y a une couple d'équipes qui disaient, mettons, head injury à la place. Tu voyais que dans ce temps-là, je pouvais, mettons, je prenais juste ceux dont j'étais sûr. Puis après ça, c'était une période, c'était concussion-like symptom, parce qu'ils disaient, ils osaient pas trop dire que c'est une commotion cérébrale. Donc, ils disaient, ça ressemble à une commotion cérébrale. Mais en même temps, ce qui était le fun, c'est que j'avais aussi le temps que ça prenait pour revenir au jeu. Donc, j'avais toute cette information-là. Puis j'avais peut-être, je me souviens plus, je devais avoir quasiment au-dessus de 60 cas. Puis après ça, je suis retourné voir chaque match pour voir l'instant à lequel ça s'est produit. Parce que comme c'est tout documenté, mais j'avais pas besoin de contacter personne. Tout était disponible de façon publique, ce qui était pratique pour moi. Puis là, NHL, tu as tout accès à différents angles aussi qui est parfait. Donc, c'est là que tu peux te dire, à l'aide des vidéos, je suis capable de voir où s'est fait frapper. Je suis capable de voir l'orientation, donc par où le joueur est arrivé. Je suis capable d'obtenir la vitesse à laquelle il bougeait. Mais ce qui me manquait, moi, c'était la masse à laquelle il frappait, puis la dureté d'avec quoi il frappait. Puis comme la plupart des cas, des coups, c'était des coups d'épaule puis des coups de coude. Puis là, tu as le coup de coude classique, le chicken wing. Là, la corde à linge, là, pratiquement. Là, Oui, mais avec le coup de plié. Ou tu avais l'autre aussi, où c'était comme une mise en échec, mais le joueur était plus petit. Genre pas plus petit, mais était de position penchée. Donc, tu faisais frapper au niveau du coude, mais plus bas. Donc, tu avais tous ces trois scénarios-là que j'ai recréés. Puis comme il me manquait cette information-là de poids puis de dureté, je savais pas comment le recréer en laboratoire. Puis c'est pour ça que j'ai fait l'étape qui venait d'avant de j'ai pas le choix d'utiliser des vraies personnes. Puis là, c'est là que tu as utilisé. Y a-t-il quelque chose que tu as appris t'avais toujours regardé tellement de données des commissions de la Ligue nationale? C'était quoi les conclusions qui venaient que tu as comprises en analysant ça sur les causes les plus graves, les moins graves? Là, ça va être pour moi, là, mais l'aspect le plus intéressant ou la plus surprenante, c'est qu'on a, en faisant cet exercice-là, donc ce projet, cette recherche-là, on a réalisé que
la plupart des tests qui sont utilisés pour développer les casques étaient pas adéquats, ne ressemblaient pas le monde dans lequel les gens utilisent le casque, mettons, dans un sport comme le football ou le hockey. Donc, ils utilisent des conditions qui sont beaucoup trop sévères, trop rigides, trop dures, ce qui fait que ça crée un genre d'environnement qui demande un casque excessivement dur, qui est excellent lorsque tu tombes, parce que ça t'empêche de te fracturer la tête, mais n'est pas adéquat lorsque tu te fais frapper par un objet qui est plus mou, qui est l'épaule de quelqu'un. Puis là, je sais que c'est dur pour nous de nous imaginer qu'une épaule peut être mou, mais il faut se souvenir que souvent, il y a du padding, donc ça absorbe beaucoup l'impact. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça prolonge la collision, ce qui fait que ça donne plus de temps à la tête pour le cerveau à l'intérieur de ressentir les effets et donc d'être blessé, quote-unquote. Oui, parce que aussi, ça, c'est une affaire vraiment intéressante. Je voulais que tu expliques que les gens, ils vont concevoir un coude comme un objet dur. Mais en fait, quand tu frappes, c'est un petit peu plus complexe que ça. C'est, comment tu l'avais dit? C'est quelque chose par rapport à... oui, c'est ça, à quel point le corps se déforme en dessous. À quel point il absorbe. Parle-moi de ça, c'est comme si c'est plus un objet, c'est comme une entité complète. Oui, puis ça va peut-être retoucher. Ça, là, il y a peut-être des gens ici qui vont avoir des cauchemars parce qu'ils vont revoir leur cours de physique au secondaire. Mais la façon qu'on imaginait ça, c'est quasiment comme, tu sais, t'as des collisions qu'ils appellent élastiques puis inélastiques. Puis t'as le genre de collision où t'as comme deux billes qui se cognent. Puis là, tu sais, mettons au billard, tiens. Il n'y a pas vraiment de déformation, donc tu frappes ta boule, ça frappe une autre boule, puis l'autre boule comme part à la même vitesse, c'est à peu près. Ça veut dire que tu n'as pas perdu grand-chose. Maintenant, imagine-toi jouer au billard, mais avec des boules de comme plasticine. Tu comprends? Ça va s'écraser, puis ça va se déformer à la place. Puis là, on se disait, ben là, le corps humain, il se déforme pas comme ça, là. Le corps humain, c'est pas de la plasticine. On le voit que... Donc, forcément, le corps humain doit agir un petit plus comme un élastique, comme quelque chose qui se compresse pas. Mais quand tu commences à l'analyser avec la haute vitesse, tu te rends compte que non, on n'agit pas comme la plasticine. T'es pas déformé à vie, là, avec un coup d'épaule. Mais ça bouge. Tu sais, t'as toute la structure, les ligaments, les jointures, la masse musculaire même. Tu sais, d'avoir des muscles. Tout ça s'écrase un peu. Et ça dure. Tu sais, ça peut juste durer, mettons, 30, 40, 50 millisecondes. Donc, c'est très rapide. Mais c'est assez pour absorber une partie du choc qui va faire que c'est différent de te faire frapper par un coude que par une rondelle, par exemple, qui est très, très, très dure. Ouais. Ça ne déforme pas. Puis, on était justement en train de parler de comment les compagnies testaient, de la manière qu'ils testaient les casques, c'était pas représentatif des impacts. Je voulais qu'on revienne là-dessus parce qu'on a fait une parenthèse, mais sur comment... Puis là, il faut faire attention avec ça. Ouais. Vas-y. Oui, excuse. Donc, ce qu'il faut faire attention, c'est que souvent, je dis les casques n'ont pas été développés pour protéger la commotion cérébrale. Ça veut pas dire que les casques sont inutiles. Mm-hmm. Ça veut juste dire qu'ils ont été créés pour une autre raison. Puis la raison pour laquelle ils ont été créés, ou mettons, peut-être pas créés, c'est peut-être un gros mot, mais qu'ils ont été utilisés, réglementés dans le domaine du sport, c'était pour réduire les blessures au crâne. Donc, de réduire, d'éliminer les fractures du crâne. Parce que si tu t'imagines le football, ça a commencé, c'est le football américain qui a un petit peu mené le bal là-dedans, puis eux autres, dans les débuts de 1900, t'avais des morts. Puis quand t'imaginais que t'avais un sport comme ça, que t'avais une douzaine de morts par année, c'était un sport qui était juste joué parmi l'élite américaine, parce que c'était comme preppy, hein. Donc, c'était dans les universités, comme t'avais Harvard, t'avais McGill, toutes les universités de renommée, c'est eux qui jouent au football. Puis d'avoir des gens riches, des gens qui ont un certain, un statut, tu sais, d'en avoir une douzaine, mettons, qui se blessent. À un moment donné, je pense que je me souviens plus du président américain qui a dit, gars, on va rendre ça illégal si vous faites pas quelque chose pour changer ça, pour protéger les... Puis c'est là qu'ils ont créé le genre de casque en cuir. Puis ça a fonctionné parce que le but... Là, on parle de quelle année à peu près? Je pense que c'était 1900... Peut-être 12. Okay, donc je suis pas trop sûr dans début 20e siècle. Oui, début. Wow. Parce que les autres se sont dit, ben tiens, si on met un casque en cuir, ce que ça fait, là,
Ça, c'est C'est qu'on peut faire de la moto aussi avec. Oui, mais c'est suffisant pour Oui, protéger le crâne. C'est assez pour que ton crâne ne se fracture pas. Parce que dans ce temps-là, eux autres, c'était pas trop important ce qui se produisait à l'intérieur du crâne. C'était comme considéré, tu sais, t'avais la mentalité que ben, c'est comme un bleu, tu sais. T'as peut-être mal à la tête, mais tu t'en remets. Ils pensaient pas au long terme, là, eux autres. Mais leur idée, c'est que... Ils mourraient à 32 ans. Il y a ça aussi, hein. Ça fait une grosse différence. La qualité de vie quand tu as 75 ans, c'est pas grave quand tu meurs à 60. C'est effectivement ça. Mais ça a fonctionné parce que ce que ça fait, là, c'est que c'est une fracture du crâne, c'est un mécanisme de blessure qui est différent que la commotion cérébrale. Puis ce que c'est que tu as un choc très grand sur un point très précis de l'os. Puis ça, on a pu tester ça parce que tu peux obtenir des cadavres. Tu peux faire des tests. Tu peux utiliser un geste. Ouais, c'est peut-être pas idéal comme discussion. C'est drôle comme phrase. Genre, je connais un gars dans le coin de Hudson. C'est un numéro qui commence par 555. Lui, n'est-ce pas? Non, j'ai des sources. Ouais, c'est ça. Non, mais continue. Mais pour de vrai, c'est comme ça qu'ils faisaient ça. Fracture du crâne, ouais. Oui, puis tu peux dire, bon, mais si on met un casque en cuir, ce que ça fait, c'est que le casque répartit le choc sur une plus grosse surface. Ce qui fait que au lieu d'avoir un petit point précis de l'os qui va recevoir tout le choc de l'impact, tu as une plus grosse surface du crâne, ce qui fait que le crâne ne brise plus. Donc, c'est parfait. Plus de blessure, puis il n'y avait pas de coupure non plus. Tout ça était tout réglé. Parfait. Oui, tu étais bien content. Puis après ça, le monde s'en dit, tu sais quoi, on pourrait améliorer le produit. Puis là, quand j'ai amélioré, je parle des années 60. Là. Ça a pris du temps. Puis là, ils ont créé le fameux casque à suspension. Mettons, mon père, quand il a joué, lui, il avait joué au collège militaire. Donc, mais c'était peut-être dans les années 70 à peu près. Football, on parle encore? Oui, pardon. Oui, il a joué au football. Puis lui, puis même mon oncle, que jouait à St. Mary's aussi, avait son casque en suspension. Là. Donc, tu sais, pour ceux qui sont en construction, vous avez encore le même genre de casque où c'est comme un cercle en plastique sur lequel il n'y a pas de padding, là. C'est juste que le casque est plus loin. Puis ça a donné... Ça, il utilisait ça au football dans les années 60. Oui, après, c'était comme la suite des logiques. Oui, ils ont essayé d'augmenter comme créer un sans buffer. trop savoir. Oui, exactement. Parce que peut-être qu'ils commençaient à comprendre, OK, peut-être qu'on pourrait faire plus que juste pas avoir de fracture. Mais là, le danger, le problème avec ça, c'est que ça a comme... Puis là, c'est là qu'on va rentrer dans un autre sujet, peut-être un peu, qui est, un moment donné, t'as beau essayer de protéger la blessure en connaissant l'environnement, mais tu as d'autres aspects que tu peux pas nécessairement contrôler d'un point de vue biomécanique, qui est peut-être le comportement de l'humain. Mm-hmm. C'est là que les joueurs de football, avec leur casque en suspension, ont commencé à se sentir plus, mettons, braves, reckless en anglais. Puis ils ont commencé à frapper avec leur tête en premier, donc le fameux spare, parce qu'ils se sentaient invincibles. Mais le problème avec ce casque-là suspension, c'est qu'il fonctionne jusqu'à ce qu'il fonctionne plus. Puis une fois que le système est compressé, tout passe à travers. Donc, toute l'énergie passe à la tête et aux vertèbres qui sont juste pas assez fortes pour le subir. Donc, si quelqu'un joue au rugby, là, quelqu'un qui a déjà joué au rugby dans sa vie, il va regarder des vidéos au football puis il va dire, je comprends pas pourquoi ils font ça. Ben, c'est parce qu'au rugby, tu frappes ta tête une couple de fois dans un tackle puis tu te dis, oh boy, je ne referai plus ça. Mais au football, t'as pas cette leçon-là. Dans ce temps-là. Encore maintenant. Puis après ça, ils ont commencé à mettre le genre de foam jaune, plus dans les 80. Puis ils ont changé les règles aussi. Puis le hockey, c'est là que ça a commencé aussi. On avait ce genre de foam, de styrofoam jaune, là. Tu sais, comme blanc-jaune, qui existe encore dans la plupart des casques. Mm-hmm. Puis la technologie a pratiquement pas changé. Pourquoi est-ce qu'elle a pas changé? Parce que ça a tout été créé dans un environnement où on voulait juste finalement que le monde ne meure pas. Puis je te dirais que c'est pas mal efficace. La seule fois que je me souviens, c'était aux Olympiques. Je pense que c'est un joueur norvégien. Ça fait des années, là. Mais je me souviens parce que ça m'a marqué quand j'étais jeune. Il avait perdu son casque pendant le jeu. Il est tombé, s'est cogné à la tête. Il a juste tombé de sa hauteur. Mais c'était assez. Mettons, il faisait peut-être 6 pieds quelques avec ses patins. C'était assez pour qu'il se fracture la tête. Malheureusement, je me souviens pas de ce nom-là, mais c'était assez... ça a assez marqué les gens, puis c'était pendant les Olympiques, donc je suis sûr qu'on pourrait retrouver ça rapidement. Mais oui, ça montre que avec le casque, ça ne serait pas arrivé.
On prend une petite pause pour que je vous parle de notre collaborateur cette semaine et j'ai nommé WebSim Hockey, la meilleure plateforme de hockey simulé qui existe et qui est 100% québécoise, absolument. WebSim Hockey vous offre l'ultime expérience de DG, directeur général. Vous pensez que vous avez ce qu'il faut. La seule manière de le savoir, c'est d'aller vous faire une équipe sur WebSim Hockey. Et là, je parle de la vraie expérience de A à Z de GM. On parle du repêchage jusqu'aux agents libres en passant par les échanges. Avez-vous les nerfs assez solides? Eh bien, il y a une manière de le savoir. Faites votre alignement sur WebSim Hockey avec les meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Il y a même des ligues rétro où tu peux faire ton équipe avec des joueurs de ton enfance depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui. Allez-y maintenant, websimhockey.com. De retour à l'épisode. Ouais, donc ça sauvait déjà de ça au niveau des fractures du crâne. C'est ça sauve des vies. Sauf que ça a comme un peu stallé là, de ce que tu sens. Là, on parle des années 80. Ouais. Au niveau de la technologie, oui, bon, les matériaux se sont modernisés, si on veut, à travers le temps, années 80, 90, 2000. Mais tu sembles dire que on n'avait pas particulièrement évolué, ou les recherches n'étaient pas particulièrement allées plus loin que ça. Non, parce que, mettons, l'autre bon exemple pour rester au hockey, c'est l'autre genre de styrofoam qui est plus noir. Puis là, je sais que j'utilise des couleurs, mais c'est parce qu'en gros, c'est à ça que ça ressemble. Donc, quelqu'un qui a son casque, il va le regarder. Tu vas avoir le genre de, tu sais, on appelle ça VN, donc c'est du vinyle. Ça, c'est le casque jaune, qui est plus mou. Tu sais, tu peux y toucher. Ouais. Tu peux le compresser. Puis là, tu as l'autre type de casque qui est noir, qui est beaucoup plus dur, qui ressemble plus au casque de vélo. Tiens, que tu peux pas vraiment compresser avec ton doigt. C'est un genre de styromousse rigide. Rigide, c'est ça. Ouais. Puis là, c'est comme tes deux options. Mais en gros, c'est parce que la façon de tester le casque pour voir s'il fonctionne n'a jamais changé. Donc, à chaque fois, tu as une compagnie qui arrive et tu dis, bon, mais moi, il faut que mon casque soit passe des régularités. On régularise ça au Canada. Ouais. On a des standards. Ouais. Donc, tout le monde que ça, c'est ASTM. T'sais, on a tout notre petit sticker sur nos casques qui dit ça vaut quelque chose. Ben ça, t'as ta nouvelle compagnie, il faut que ton casque passe leur test à eux. Leur test est rigoureux, mais leur test ressemble à rien à une collision au hockey, une collision au football. Donc, toi, t'as pas le choix de faire que ton casque soit capable de résister à un choc aussi grave que ça. Puis c'est quoi, justement, la manière... C'est comment qu'ils testent ces casques-là, justement, qui est comme un peu non représentatif? Ouais. Ben, ils ont différentes hauteurs, puis ils font tomber sur une surface qui est... je sais pas trop comment expliquer, mais c'est vraiment comme un genre de... c'est comme un caoutchouc très, très, très dur. Donc, qui est très aussi reproductible. Parce que c'est ça qui est important. Tu sais, quand on crée des standards, ce qu'on veut, c'est que peu importe le laboratoire ou peu importe le pays où tu fais le test, on sait que les matériaux que tu utilises sont les mêmes partout. Donc, c'est pas comme, mettons, toi, ton lab, il est plus facile qu'un autre, donc on va t'envoyer nos casques chez toi. Puis après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on lève le casque à une certaine hauteur, puis, le casque est placé sur une tête. Une fausse tête, bien sûr, une tête en métal. Puis après ça, on va échapper. On va laisser tomber la tête qui va tomber, admettons, d'une hauteur de 6 pieds. C'est des hauteurs prédéterminées, puis ça va varier selon le sport. Donc, c'est fait pour une chute. Okay, et ça n'a pas changé depuis ce temps-là. Donc, parce qu'on se dit, tu sais quoi, on préfère protéger la tête de la mort que de la commotion cérébrale. Puis c'est là que, depuis, mettons, une vingtaine d'années, là, on commence à se rendre compte que, il y a cet aspect-là aussi de commotion cérébrale qui est assez problématique. Pourquoi? Parce que ça a des séquelles à long terme. Ben oui, absolument. T'avais pas parlé aussi de comme une affaire de calculer avec un coup de massue? Comme un coup d'un... Oui, c'est juste une façon différente de faire ça. Puis ça dépend du sport. Puis ça dépend comme au football, c'est différent que c'est... Quand je dis une massue, c'est qu'encore là, c'est moi qui essaie d'expliquer ça avec des termes, mais tu as un poids suspendu, mettons, qui va être en métal. Puis au lieu de faire tomber la tête, il balance le poids pour obtenir une certaine vélocité. Ouais. Mais c'est le même concept. On frappe la tête à très haute vélocité, donc à une vitesse très élevée, avec un poids qui est très, très, très rigide et très élevé aussi. Mm-hmm. Donc, quasiment, c'est, comme je te dis, c'est pas mauvais, c'est juste que ça protège pas nécessairement contre la commotion cérébrale. Puis c'est pas leur faute, on sait pas on n'était pas capable d'isoler, de recréer ces caractéristiques-là qui peuvent peut-être causer une commotion cérébrale. Ouais, puis ce que je trouvais intéressant aussi, c'est
une affaire que tu voulais mentionner, c'est par rapport à, il y a des raisons aussi pourquoi ça n'a pas changé à travers les années. Des raisons, par exemple, esthétiques. Oui, ben ça, c'est que, oui. Parle-moi un peu de ça, ouais. Ben moi, j'ai eu la chance de travailler avec différentes compagnies qui créent des casques. Donc, par exemple, comme notre laboratoire a été créé, je pense à l'entour de 2006 à l'Université d'Ottawa. Ça, c'est le laboratoire. Donc, on s'était associé à une compagnie qui s'appelle Zenith. Donc, ça, c'est XE, donc Zenith, mais avec un X. Hein. Puis eux autres, ce qu'ils voulaient faire, c'était que le propriétaire, donc Vin, lui, il avait une vision. Tu sais, lui, c'était un de ces gens-là qui s'était rendu compte que, hey, il y aurait peut-être moyen de créer un meilleur casque. Eux autres, ils avaient ben de l'argent. C'est un gars de Harvard, tu sais, qui arrive avec ses pantalons beige, puis son chandail, son polo bleu, puis tu sais, comme tu t'imagines quelqu'un là, c'est exactement ça qu'il avait l'air. Tu sais, ancien quarterback, puis gros bonhomme, tu sais, juste cette air-là, qui avait bien de l'argent, mais pas l'expertise pour mener son produit à bien. C'est là que c'est associé avec le directeur du laboratoire, Blaine Hoshizaki, qui avait beaucoup d'expérience dans le domaine de la protection, parce que lui, il avait déjà été... il avait travaillé avec Bauer, tu sais, il avait été copropriétaire dans le temps avec Bauer, CCM. Donc, il avait déjà touché un petit peu à tout ça. Puis, je sais pas comment ils sont venus en contact, mais ils se sont connus. Puis, ce qu'ils ont fait après, c'est que lui, il s'est dit, bon, moi, j'ai tout de l'argent, je vais vous acheter votre lab. En gros, là, mais il a payé pour tout ce qui venait dans le lab, tu sais, au-dessus d'1 million de dollars. Puis, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on a développé sa technologie à lui, pour lui. C'était comme un genre d'entraide. Ouais. Mais c'est que là, comme mettons donc, ce que ça veut dire, c'est que moi, mon expertise, ma compréhension de comment je peux protéger un athlète, ça a commencé au football avec un casque énorme, très rond. Puis là, je pense que la plupart du monde sur ton podcast sont capables de se visualiser un casque de football. Puis tout le monde, en partant, le casque de football est très différent du casque de hockey. Parce que une fois qu'on a terminé notre association avec Zenith, c'est là qu'on a commencé à travailler avec CCM, Reebok CCM. Puis là, on a dû adapter toutes les connaissances sont là dans le sens que, en gros, en sciences, que c'est la rigueur. Hein? Donc, tout ce processus-là, on est capable de l'appliquer peu importe le sport. Donc, on a transféré tout ça au hockey pour travailler avec eux. Mais là, le contexte est différent parce que le casque de hockey est tout petit en comparaison. Puis il pèse rien. Alors là, nous autres, on a dû tout se changer parce que la réalité est que si la sécurité, là, on en parle comme si... Je sais que tout le monde dit oui, c'est important. Mais c'est pas très haut sur la liste de l'importance, au point où si quelqu'un, là, mettons, n'importe qui, là, je suis sûr que je suis sûr, pas fait de généralisation, mais il y a plusieurs gens, même qui écoutent en ce moment, qui disent oui, c'est vrai, les blessures, c'est important. Ils vont aller au magasin. Puis ils vont voir un nouveau casque qui apparemment est meilleur, mais s'il n'a pas l'air d'un casque de hockey, il n'a pas le look, puis il est plus gros, il l'achètera pas. Il veut pas. Il y a ce côté-là humain qui fait en sorte qu'on veut appartenir. Oui, la psychologie, comme c'est... consommateur. Ouais. Exactement. Puis c'est pour ça que, mettons, CCM, ils ont leur propre designer, puis ils ont toutes leurs équipes pour faire que, non, on a besoin de notre look. Puis là, comme je pense qu'un de tes casques préférés, c'est peut-être le dôme de Jofa, que tout le monde le reconnaît. C'est leur look à eux. La bowling ball? La bowling ball, ça? Oui, de Jofa, oui. C'est exactement ce que c'était. Puis c'était bon, c'est juste que ça a juste pas pogné. Puis c'était d'autres casques qui avaient l'air ridicules. Même si à un moment donné, ils ont essayé quelque chose, ça n'a pas marché, le monde n'a pas acheté, juste parce que ça avait pas l'air ce que les gens voulaient que ça ait l'air. Puis ça, c'est toutes des contraintes externes, vraiment, qui limitent notre travail, qui rend ça intéressant dans un sens. Parce qu'il faut qu'il y ait un côté, entre guillemets, swag, dans le sens que si les gens font comme, ah non, ça reste que le hockey, c'est comme un truc de groupe, puis il y a un côté acceptation, puis il y a des codes Absolument. Que tout ce côté-là dans l'aspect marketing, toi, ta job, ça à quoi tu penses le plus, c'est à comment prévenir les commotions. Mais si t'es pas capable de faire rentrer cette pièce-là dans l'autre pièce qui est le marketing, les gens l'achèteront pas plus, le casque. Donc, c'est comme des notions que tu as apprises. Ça sert à rien. Exactement. En arrivant dans les compagnies de hockey. Oui, puis c'est sûr que ça crée, pas des frictions, c'est gros à dire, mais là, tu t'entêtes, tu dis, on peut-tu une coupe de millimètres? Ils vont-tu le remarquer pour de vrai? Si on le fait une coupe de millimètres ici, une coupe de millimètres là, ils disent, non, on peut pas. Toutes des contraintes. C'est un beau défi, mettons. Mais c'est ça qui est intéressant tout le temps. Puis c'est ça que j'aime dire que la différence peut-être entre
t'es un biomécanicien, des fois, tu te dis, ben, c'est quoi ça? Pourquoi t'es pas juste un ingénieur? En gros, c'est pareil, mais la nuance, c'était que nous autres, on a vraiment une connaissance du sport, un intérêt. Peut-être pas juste une connaissance, tu sais, n'importe qui peut apprendre, mais c'est que notre intérêt était vraiment axé sur le hockey, le sport, et aussi une curiosité naturelle de, OK, on sait que ça se produit, on n'a aucune idée pourquoi, on va essayer de découvrir. On essaie pas de régler un problème, on essaie de comprendre un problème. C'était quoi les limitations des ingénieurs, tu trouvais, de ton point de vue de biomécanicien? Oh, là, je vais me mettre dans le trouble si je parle de ça, là, parce que là, il y a des ingénieurs de liste. Non, mais dans le sens que c'est d'un point de vue scientifique, ouais. C'est pas un point de vue, c'est plus un point de vue d'intérêt, mais généralement, ouais. Quand tu engages un ingénieur, généralement, tu engages quelqu'un pour qu'il arrive avec des solutions. Ouais. Alors que typiquement, quelqu'un qui fait de la recherche, eux, ils arrivent avec des questions. Puis on va essayer de répondre aux questions. Puis tu te dis, ouais, mais moi, ce que je veux, c'est une solution. Alors l'ingénieur, lui, peut connaître, voici comme une panoplie de solutions, puis je vais essayer d'en appliquer une à ton problème. Ouais. Tandis que nous autres, c'est OK, on est complètement dans un domaine inconnu. On va laisser tomber ce qu'on sait déjà, puis on va essayer de comprendre, puis de créer quelque chose de nouveau. Puis c'est là que c'est pas vraiment ingénieur biomécanicien, mais c'est quasiment plus rechercheur par rapport à quelqu'un qui veut juste régler des problèmes. Donc, c'est quasiment comme un personnel. C'est une préférence personnelle. C'est ça. Dans le fond, vous avez des approches aussi, dans le sens que toi, tu dis, on l'a pas, la réponse à ce problème-là, elle n'existe pas. Fait que, arrêtons d'essayer d'appliquer A, B, C ou D à des problèmes et essayons de trouver parce que peut-être que la réponse, c'est Z. Puis c'est ça. Puis des fois, il y a des gens qui sont peut-être pas à l'aise avec le fait de pas savoir. Tu sais, des fois, c'est réconfortant d'avoir une réponse. C'est bon, mais voici mes 3 outils. Il y en a bien un qui va fonctionner. Puis le sport, c'est que tu sais, le hockey, c'est aussi quelque chose de très spécifique. Hein? C'est très différent des autres sports. Donc, tu sais, quelque chose qui fonctionne pour la boxe va pas fonctionner pour le football, comme ça va pas fonctionner pour c'est quoi les spécificités du hockey qui le rendent si particulier? Un d'entre eux, c'est la vitesse à laquelle ces joueurs le jouent. Si on laisse de côté aussi le fait que on essaie de limiter la protection, parce qu'on essaie ça, c'est un aspect qui est assez spécial aussi. On veut tout le temps, on veut pas que les joueurs soient trop protégés. Mais ça, c'est plus psychologique, l'idée de il faut pas mettre trop de padding sur leur coude, faut pas mettre trop de padding ici. Mais c'est la vélocité. La vitesse à laquelle le jeu se joue, il n'y a rien de comparable à ça. Ce qui rend ça excitant, mais ça rend ça dangereux aussi. Puis il faut changer les règles faut se rendre compte que t'as pas un autre sport qui joue à cette vitesse-là. Ça n'a pas de bon sens, là. Ces gars-là, ils bougent, là. C'est ça, c'est la force et la faiblesse du hockey. Dans le fond, la force d'un point de vue du spectateur, la faiblesse d'un point de vue de quelqu'un qui essaie d'enrayer les commotions, dans le fond. Oui, puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au hockey, le contact en fait partie, mais il n'est pas essentiel. Puis quand j'ai essentiel, je parle en comparaison à 2 autres sports qui sont le rugby, puis le football américain. Puis c'est pour ça que moi, personnellement, je les sépare. Comme pour moi, le hockey, c'est un sport de contact, alors que les 2 autres, c'est le sport de collision. Tu peux jouer une game sans nécessairement avoir une grosse mise en échec. C'est dur au football de pas avoir de mise en... Ben là, c'est pas une mise en... de plaquage. Le flag football, dans le fond. Ouais, c'est ça. Oui, ben là, tu changes complètement de sport. Mais t'as raison, t'as le flag, t'as cette version-là. C'est tout ou rien. Mais au hockey, tu pourrais... Le but... Comme dans le hockey mineur, dans le fond, jouer sans contact. Oui, absolument. Ou sans... Ben, on appelle ça sans contact, mais le but de la mise en échec, théoriquement, c'est de séparer la rondelle du joueur. Mm-hmm. Tandis que le football américain, c'est d'arrêter la personne drette là. Puis là, le choc, donc encore là, c'est différent. Les angles, comme les gars, ils veulent amener l'autre à terre. Au hockey, c'est beaucoup moins ça. Ouais, c'est ça, j'avoue. Ouais, puis il y a beaucoup plus de jeux évasifs au hockey aussi, qui est excellent. C'est ça qu'on devrait encourager, c'est le fait de ne pas se faire frapper. Qu'est-ce que tu veux dire par jeu évasif? Encore là, 2 sports qui sont très similaires, ça va être le rugby puis le football, où les joueurs, tu vas remarquer souvent les athlètes de football américain vont avoir tendance à se diriger vers le contact parce que pour eux, ils vont essayer d'avoir la verge de plus. Donc, tu sais, le yard, extra yard, tandis qu'au rugby, l'idée, c'est de pas nécessairement te faire plaquer tout de suite. Donc, tu vas passer le ballon ou tu vas même
essayer de faire des mouvements latéraux, d'essayer de pas te faire frapper en gros parce que il y a un avantage à ça. Même chose au hockey. À la dernière minute, OK, effectivement, certainement pas dans la minute, mais à la dernière seconde, si tu peux éviter un plaqué, une mise en échec au hockey, c'est à ton avantage parce que tu peux peut-être même maintenir la possession de la rondelle. Quelque chose qui n'existe pas au football nécessairement. Puis quelque chose qui est quasiment une plus grande valeur. Tu sais, des fois, on s'imagine, oh non, il faut encaisser la mise en échec, c'est ça qui vaut la peine. Ben, en gros, non. Pas si le jeu, tu sais, ça dépend du jeu. Tu veux maintenir possession de la rondelle, c'est ça qui devrait être l'objectif, puis c'est ça qui est différent. Puis évasif, c'est dans ce sens-là. Évasif, c'est que si tu vois pas le coup arriver, là, mettons, t'as la tête en bas, tu vas avoir le choc au grand complet sur ta tête. Puis c'est malheureux, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire. Si tu vois la personne arriver, il y a des stratégies, aussi bêtes que juste rentrer ta tête ou juste reculer ta tête pour que ce soit ton épaule qui prenne le contact, ça va faire toute une différence. Mais là, on rentre dans une autre question complètement, mais j'imagine que en tant que fan, tu veux pas voir la physicalité sortie du hockey professionnel. Tu sais, tu veux continuer qu'il y ait du contact. Ben, c'est ça qui est intéressant pour des gens comme nous qui sommes fans de hockey, c'est que non, il y a moyen de maintenir l'aspect physique sans nécessairement mettre les joueurs à un risque qui est disproportionné. Tu sais, je sais que c'est c'est comme un jeu de... La question, c'est comment on fait ça? C'est ça qui est très difficile. La culture est très importante. Puis tu le sais, mettons, n'importe qui joue dans la ligue de garage, vous reconnaissez rapidement qui est là pour faire mal à quelqu'un, puis qui est là pour jouer un jeu physique. Puis c'est dur à l'expliquer, encore là, parce que c'est peut-être pas très bien compris, mais il y a moyen des fois de dire, moi, je vais frapper la personne, au lieu de je vais faire mal à la personne. Puis je vais faire mal à la personne, au lieu de je vais blesser la personne. Ce sont des choses que, malheureusement, de mon angle à moi de biomécanique, auquel j'ai aucun contrôle, c'est sûr. Ouais. D'un point de vue biomécanique, c'est des questions éthiques, c'est plus des questions éthiques. Oui, absolument. De mon point de vue, c'est sûr qu'on peut, une fois que tu comprends ce que ça cause, tu peux changer parce que excuse, tu m'avais demandé tantôt ce qui changeait. J'avais dit la vitesse à laquelle le jeu se joue. Un autre facteur excessivement important lequel on oublie, il n'y a pas beaucoup d'autres environnements de jeu qui est à l'intérieur de bound, qui est à l'intérieur de structures rigides sur les côtés. Tu n'as qu'à penser au basketball, au rugby, au football américain, au soccer, n'importe quel sport où il y a un contact entre des athlètes. T'as pas ce genre de bande-là alentour que tu peux foncer, dans laquelle tu peux foncer puis te maganer complètement, là. Donc, puis la surface en dessous aussi est extrêmement dure. C'est vrai, merci d'en parler. Tu sais, je parlais de la dureté, mais ça, la glace, c'est pas comparable à une surface, tu sais, un gazon, là, surtout les nouveaux synthétiques. Puis ça, encore là, pour ceux qui sont plus âgés, qui ont déjà joué sur de l'AstroTurf, eux autres, ils comprennent la différence. Ils jouent le même sport, mettons, ils ont joué au football, mais de tomber quand j'ai AstroTurf, excuse, je parle de ce genre de, tu sais, le terrain qui était utilisé dans le stade olympique dans le temps, là. C'était comme un tapis gris, tapis vert, en fait, par-dessus le béton. Ouais. Ben ça, là, tu tombes dessus, c'est dur c'est du béton. Ouais, c'est ça. C'est du béton avec un tapis. Un petit revêtement de quelques millimètres. C'est pour faire semblant que c'est juste pour j'avais ça dans le sous-sol chez mes parents, c'était un tapis, mais sur du ciment. Ben oui, donc tu tombes là-dessus, tu te fais mal. C'est exactement comme la glace, puis cette glace-là, elle craque pas beaucoup. T'as absolument raison. T'as la rondelle aussi. Puis là, faut pas oublier les patins. T'as pas un autre sport. T'as pas un autre sport qui se joue avec des couteaux en dessous des pieds. Puis, tu sais, le monde rit quand ils utilisent ça, mais c'est effectivement ce que c'est. Il y a rien qui me fait plus peur quand je vois quelqu'un qui perd ses gants. Tu sais, quelqu'un qui est par terre, là, puis il a plus ses gants. Puis là, t'as comme un genre t'as du chamaillage par-dessus lui, là. Oh, chaque fois, j'en reviens pas qu'il n'y a pas des accidents qui se produisent plus souvent. Oh, mais, ouais, c'est le genre de scénario-là qui est très spécifique au hockey. Je vais avoir un flash aussi parce qu'on parlait tantôt de marketing puis de comment, tu sais, il y a une affaire il y a une couple d'années, je me souviens, le casque de Marc Messier, c'est Marc Messier comme, OK, on a un nouveau casque qui va révolutionner, blablabla. Mais ça, en fait, c'était plus du marketing, là, en termes il y avait rien de nouveau dans cette technologie-là. Ben, c'est que c'était nouveau dans le sens, c'était très différent d'un point de vue look. Ça ressemblait, ça avait l'air différent.
Mais d'un point de vue fonctionnalité, c'était pareil. Donc, une fois que tu sais, mettons, toi là, tu magasines, tu regardes des casques. Si le marketing fait sa job, tu vas dire, oh, Marc Messier, ça doit être bon. Tu sais, t'as le côté marketing. Ouais. Mais tu sais, tu le mets sur toi, tu dis, ben là, c'est pas confortable, ça me fait pas bien. Puis là, tu commences à te poser des questions, tu dis, ben là, j'aime pas bien ça. Donc maintenant, imagine-toi, t'enlèves le côté marketing, tu dis, ben là, j'achète pas ça. Ouais. Ça a pas vraiment fonctionné. On a vu un petit peu la même affaire avec les lames chauffantes. Oui, parle-moi-en. Tu en avais parlé, oui. Ça, c'est quelque chose qui, d'un point de vue biomécanique ou physique, on va dire, fonctionne. Parce que le concept, là, c'est que toi, tu glisses parce que la pression de tes patins fait en sorte que ça crée comme une toute petite fine couche de glace. Ben, pas une fine, excuse. Une mince couche d'eau. Puis tu peux glisser dessus. Donc là, la logique, c'est ben si on chauffe un tout petit peu la lame, ça va mieux glisser. Ouais. Puis là, ils ont fait des tests avec des patins. Là. Puis là, j'étais pas avec eux, donc je sais pas trop, mais je les ai testés moi-même où tu as le patin tout seul, puis tu peux faire glisser sur la glace, puis tu vois, il va plus loin, par exemple. Donc, il glisse mieux. Donc, c'est un meilleur produit. Puis ça, c'est un exemple d'une solution qui n'est peut-être pas rattachée au sport. Parce que oui, le patin tout seul, la lame toute seule était meilleure. Mais c'était pas. Mais une fois que tu le mettais aux joueurs, les joueurs s'en rendaient même pas compte de la différence. Donc, c'était tellement une fraction de l'importance du jeu que les gars, ils se rendaient même pas compte. Donc, une fois que tu as lâché le marketing, tu te dis, ben pourquoi je paierais 5 fois plus cher pour des lames de patin puis je remarque même pas que ça fonctionne, ben j'en achèterai plus. Donc, ce qui est drôle, c'est que ça réduit le frottement, donc ça a aidé, ça a réduit la friction, mais ça aidait pas le jeu. Parce que le jeu au hockey, il y a tellement d'autres aspects qui sont importants. Ouais. Oui, il n'y avait pas d'impact sur la performance au final. Non, les gars ne s'en rendaient pas compte. Parlant de ça, une autre affaire aussi, quand on parlait de comment calculer quelque chose et son sa conclusion dans le contexte du hockey, je sais qu'aux États-Unis, on parlait tantôt de ramasser des données. Il y avait déjà mis des sensors dans des casques. Oui, ils font encore ça, oui. Mais ça fonctionnait pas, puis j'aimerais ça que... En fait, tu sembles dire que ça fonctionnait pas, puis j'aimerais ça que tu me dises pourquoi ça fonctionnait pas. Ben, un des grands défis, c'est pour tout le monde. Puis là, je pense que tout le monde dans le monde de la recherche s'entend pour dire qu'on a besoin d'avoir des données, de l'information qui est récoltée, donc mesurée dans un contexte réel à l'extérieur du laboratoire. Puis comme on a constamment des joueurs qui rentrent en contact dans le sport, on se dit, ben tiens, pourquoi est-ce qu'on n'étudierait pas ce monde-là? Ils sont déjà d'accord. Moi, j'ai pas le droit de leur frapper à la tête dans mon laboratoire, mais j'ai le droit de les regarder se frapper dans la tête eux-mêmes dans un contexte sportif. Ouais. Donc là, l'idée, c'est, bon, ben maintenant, oui, je suis capable de les voir, mais comment est-ce que je peux mesurer ça? Puis là, ben, tu as une compagnie, c'est dans Dartmouth, donc l'université là-bas, qui se sont dit, ben, on va mettre des sensors dans le casque. Mais encore là, si vous avez déjà joué au hockey, je pense que au football, c'est pas si pire. Le casque, il reste plus ou moins attaché à la tête. Mais au hockey, là, le casque, il s'en va partout. Puis une fois que le casque est plus collé à la tête, tu n'as aucune idée comment la tête bouge. Donc, tout ce que tu as, c'est le casque qui virevolte, puis là, tu as de l'information qui va à gauche, à droite, puis ça devient très dur d'obtenir de l'information qui est pertinente. Oui, puis précise. Puis c'est encore plus, le plus gros problème, c'est que non seulement c'est pas, comme tu dis, la pertinence, mais c'est que pour ceux qui sont peut-être plus familiers, là, t'as comme un noise, tu sais, de l'interférence, t'as de l'information, mais c'est pas prédictible. Puis quand c'est pas prédictible, tu peux pas la corriger. Tu sais, mettons, toi, David, si ta montre, mettons, 5 minutes à l'avance, chaque fois que tu regardes ta montre, tu fais le calcul, donc tu corriges. Ta montre, elle donne pas la bonne heure. Mais toi, c'est pas grave. Tu es capable de faire le calcul dans ta tête, tu fais que moins 5 minutes, je sais quelle heure il est. Right. Mais en ce moment, c'est pas prédictible pantoute. On a le casque qui va à gauche, à droite, donc on peut pas corriger ça. Pas rien prévoir, ouais. Non, puis ça, c'est comme n'importe qui essaie de comprendre même le jeu, comme essayer d'évaluer un athlète. Parce que là, tout le monde essaie de faire ça dans son salon maintenant, d'essayer de trouver des calculs pour quel est le meilleur athlète au hockey. Comment est-ce qu'on peut obtenir des équations pour... Mais en bout de compte, ce monde-là, ce qu'ils commencent à se rendre compte, c'est que ils n'ont pas des données qui sont très précises. Ouais. Puis sans tes données précises, il y a rien que tu peux faire. Tu as beau avoir les calculs les plus précis au monde,
si, mettons, il y a une équipe qui dit qu'ils ont eu 5 mises en échec, puis t'as quelqu'un d'autre qui a dit, ben non, ils en ont fait 25, ben dis, ben là, qu'est-ce que je fais avec ça? Ouais. Je me souviens, l'année passée, tu avais la situation avec Drouin que son temps de jeu avait été annoncé comme étant une couple de minutes en dessous de combien il y avait. Personne s'entendait sur le temps qu'il avait passé sur la glace. Mm-hmm. C'est quelque chose qui devrait être tellement simple à mesurer, le temps sur la glace. Tu dis, ben là, le joueur il est là, le joueur est plus là. Puis même Julien a dit, ben non, il joue bien plus que ça. Puis là, moi, je dis, ben là, moi, je regarde le game sheet, puis il n'a pas joué. Puis là, ça m'a fait réaliser à quel point, si on n'est pas capable de s'entendre sur le temps sur la glace, essaye de mesurer des statistiques avancées en disant des choses plus complexes, ça se peut pas. Ben nous, comme ça, cérébral, c'est la même affaire. Les sensors, ça marchait pas. Puis on essaie autre chose, comme des sensors dans l'oreille. Des sensors mouth guard, c'est comme le monde se dirige là-dedans parce qu'ils disent, ben le casque, on s'en fout, mouth guard. Tu sais, mais il n'y a pas rien en ce moment qui est très... Est-ce que c'est vrai que les mouth guards, on se faisait dire ça quand on était adolescent, mettez des mouth guards, ça aide pour les commotions. Est-ce que c'est vrai, ça? Non. Mais c'est excellent pour les dents. C'est excellent pour les dents. Donc, il faut absolument le porter pour ça. Hey, le nombre de joueurs qui perdent des dents parce qu'ils n'ont pas leur mouth guard, là. Mais quand tu dis mouth guard, pour la commotion cérébrale. Au niveau de quand ils ont un impact puis que leurs dents claquent ou au niveau des bâtons? Au niveau de tout, là. C'est que ça protège vraiment. C'est que ça, pas au niveau de la collision. Comme le claquage, ça, je connais moins ça pour te dire la vérité. Okay. Mais pense-y, là, la plupart des, je sais pas si t'en as déjà eu un mouthguard, là, mais tu dirais vite de même, l'épaisseur de ton mouthguard, il est gros. C'est du plastique très, très, très mince. OK. Donc là, imagine-toi, là, parce qu'en gros, ce que c'est le casque, là, c'est qu'on essaie d'amortir. Le casque, c'est qu'on essaie, idéalement, là, on travaille avec des airbags, OK? Immenses. Qui font en sorte que quand tu es en collision, ça donne le temps de ralentir. Comme je te disais, là, tu ralentis ton ralentissement, ce qui est pas logique maintenant que je me rends compte, mais qui rallonge, tu comprends, dans le temps. Ouais. Puis là, on se dit, bon, mais un airbag, là, c'est ridicule dans le contexte d'un sport. Donc, on le rétrécit. Ouais. Puis là, on a le casque qui est, mettons, 3/4 de pouce, tu sais, 2-3 centimètres. Ouais. Ben là, dis-toi, moi, si dans la bouche, après ça, je mets quelque chose qui est comme 1 millimètre d'épais, puis qui se rend... Ça aide pas à ce qui se passe au cerveau. Surtout que si tu y penses, là, si tu te fais frapper direct à la tempe, le fait d'avoir quelque chose en bouche, ça fait quoi? Il y a rien. Puis là, ça, c'est mon côté plus chercheur qui dit, en ce moment, il n'y a aucune donnée qui montre que ça aide. Mais à cause des bienfaits pour la protection de la bouche, c'est définitivement essentiel. Absolument. La question qui se pose après qu'on ait jasé des casques, des matériaux, des manières de tester, c'est y a-tu des bons casques de hockey, Phil? sur le marché en ce moment? Celle-là est difficile. Ben, c'est difficile à répondre dans le sens que, puis là, je sais que ça va être plate, mais bon, pour faire quoi? Puis c'est là que tu te dis, comme moi, OK, le plus important, tu sais, je vais approcher différemment. Mettons, tu t'en vas avec ton jeune, puis tu veux t'essayer des casques, puis tu veux le protéger parce que tu es un parent consciencieux, puis tu dis, moi, j'aimerais ça protéger mon enfant. Puis l'argent n'est pas importante. Bon, mais premièrement, va pas pour le casque le plus cher. C'est pas toujours ça. Ce qui est important, c'est d'avoir un... Parce que surtout les jeunes, là, les casques sont pas développés pour les jeunes. Le monde s'en dit... En quel sens? Dans le sens qu'on a créé un jeune plus petit... Ils ont formé un casque plus petit. Ils se sont dit, bon, ben, les tests sont les mêmes. On va prendre le même modèle qu'adulte, mais on va juste le réduire. Alors que, physiquement parlant, toutes les données de l'équation devraient être différentes. Oui, au lieu de dire, hey, tous les impacts sont beaucoup plus faibles. Pourquoi est-ce qu'on met un casque aussi dur? Si le gars, il se rend pas à 30 km/h. Pourquoi est-ce qu'on le protège? Parce que le problème avec le casque est trop dur, là, c'est qu'il amortit pas. Ça, c'est comme l'exemple que je suis sûr qu'il y a encore là bien des joueurs de hockey. Tu mets ton casque en ce moment, puis quelqu'un arrive puis il met une claque sur la tête. Tu vas le sentir, ça va faire mal. Pourquoi? Parce que le casque n'a pas amorti. C'était pas assez pour l'aplatir un peu. Ben, même affaire avec les jeunes. Les jeunes, c'est comme pas assez dur. Donc, ça amortit pas. Donc, ça aide pas. Donc, sachant ça, tu te dis, ben là, ça sert à quoi? Ça aide quand même à le protéger dans le sens que les bâtons, les lames, les fractures du crâne, comme on en parlait, tu veux pas qu'ils meurent.
Mais le confort, c'est bête à dire, mais le confort est une grosse... C'est très important. Un casque qui fait bien. C'est pas tout le monde qui a la même forme de tête. C'est pour ça que, mettons, CCM, ils se sont dit, ben, tu sais, au lieu de faire le genre de back and forth comme ils faisaient avant, ils ont changé la façon qu'ils utilisent pour resserrer le casque, pour qu'il reste mieux ancré sur la tête. Parce qu'ils se sont rendus compte que quand tu es en train de tomber, si ton casque reste pas sur ta tête, il va pas bien. Je sais que ça a l'air évident qu'on s'en parle. Mais Non, avant, on ne pensait pas à ça. Si tu revois l'incident McSorley-Brashear, il se fait taper le bâton d'en face, puis il tombe par l'arrière. Mais ce qui a le plus endommagé, c'est que quand il est tombé par l'arrière, son casque est sorti, puis il s'est cogné la tête sur la glace, puis il est tombé de 6 pieds 6 peut-être. Sans s'arrêter. Sans s'arrêter, mais ça a été bien plus dommageable que le coup de bâton. C'est ça qui non, définitivement. Parce que, ben là, c'est dur à dire que c'était pas la combinaison des deux, donc je veux pas me lancer là-dedans. Mais quand même. Surtout qu'il y a eu des points de vue, tu sais, il y a des litiges, tout. Mais oui, effectivement, le fait de tomber sur la glace, t'as absolument raison. Puis si le casque ne reste pas en place, donc le confort, parce que tu veux que le jeune veuille le porter, le fait que ça soit bien attaché, ancré. Puis après ça, honnêtement, c'est d'avoir une des compagnies. Tu sais, c'est pas comme si on a mis l'option. Tu sais, c'est pas comme le cyclisme, là, où tu as des compagnies qui viennent de n'importe où dans le monde, que tu dis, c'est quoi ça, là? Ça a-tu été? Parce que si ton casque, je lis aussi, mettons, le ski alpin. Des fois, les casques, ils vont même pas être ils vont même pas avoir passé les standards. Puis pour être honnête, là, c'est pas très difficile de passer un standard. Donc, si ton casque a pas passé un standard, c'est pas parce que tu as payé 400$ qui est bon. Si les autres se sont dit, nous, on passe pas le standard, ben, il faut se poser des questions, là. Mais au hockey, t'as comme 2 choix. Le choix, il est pas très mauvais. Donc, le plus important, là, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui va demeurer en place. Puis après ça, avoir une bonne visière pour tenir tout le tout en place. Puis, attendre de voir la progression des choses parce que là, les compagnies commencent à comprendre qu'on doit développer des produits. Puis CCM met beaucoup d'efforts à essayer de comprendre ça. Par eux aussi, là, comme tout, le monde comprenne que maintenant, les commotions cérébrales, il faut les comprendre pour mieux les protéger. Donc, la technologie avance continuellement pour essayer justement de, un jour, mieux protéger les athlètes contre ça. Mais on n'est pas rendu là. Puis, à quel point aussi, la question se pose à savoir à quel point est-ce qu'un casque peut prévenir une commotion aussi, tu sais, dans un contexte. C'est le casque devrait être vu vraiment comme étant le dernier recours. La dernière ligne. C'est que si t'es quelqu'un, puis là, on le voit avec c'est triste d'en parler, mais tu sais, avec le CTI, là, donc le genre de problème. La membrane du cerveau, là, que les goons, qui affectent gravement le cerveau. Il y en a beaucoup qui se sont suicidés, mais. C'est ça, c'est toute une dégénération du cerveau qui est liée avec des impacts répétitifs. C'est là, tu te dis, comment est-ce que tu fais pour arrêter ça? Puis c'est dur de pas dire, crème. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas commencer à rendre ça illégal, mettons, là, je dis pas que je suis pas, mais tu sais, de se frapper dessus à coups de poing sans gants. C'est même la boxe, t'as pas le droit de faire ça. Tu sais, de dire, il y a des moyens, des fois, de modifier ça pour mieux protéger la personne. Parce que je dis pas que les athlètes sont pas assez intelligents. Ce que je dis, c'est que quelqu'un qui est dans la vingtaine, dans la trentaine, généralement ne pense pas à sa propre sécurité à long terme. C'est naturel. On a tendance à penser que nous, on va ça nous arrivera pas. On est fort, on est en santé, on se frappe pas fort. Moi, je vais être correct. Donc, ce qu'il faut faire, c'est essayer d'encourager à l'aide de règles, puis de les renforcer aussi, donc de les appliquer pour aider les athlètes-là qui, une fois qu'ils sont 45 ans, là, ils vont apprécier finalement d'être capables. Parce que le nombre de joueurs de football qui disent qu'ils aimeraient ça pouvoir se rappeler, mettons, du nom de leur petit-fils, ça va faire mal au cœur de penser que cette personne-là a de la misère à se rappeler de choses. Tu sais, comme c'est pas plaisant là, de penser à ça. Non. Le football, c'est un autre dossier parce que le sport en soi est comme par définition, c'est des gars qui se rendent tu sais, comme chaque game implique de facto des micro commotions à répétition. Puis comme je disais, c'est un sport de collision par rapport au hockey qui est un sport de contact. C'est une grande nuance. Donc, dans un sens, mais en même temps, le football sont tellement plus sous la loupe qu'eux autres essaient quasiment de faire plus pour réduire ça.
Ben, regarde, ils ont Je vois pas beaucoup de comment ils vont défauts, là. faire, là. Je vois pas comment ils vont Non. faire parce que les gars se rendent dans la tête à chaque game, tu sais. Fait que je vois pas comme par définition comment tu peux changer Ah non, c'est du le monde sport. hyper compétitif qui vont faire ce qu'ils peuvent pour que ce soit... Tu sais, c'est le résultat qui compte. Puis ça veut dire que tu cognes un petit peu avec ta tête, tu dis, ben, c'est pas la fin du monde. Puis je leur en veux pas, c'est normal, c'est naturel. S'il y a un truc que tu aimerais qu'on retienne que tu as appris de tes recherches, tu sais, de ton PhD, par rapport à tout ça, ça serait quoi? Oh, j'aimerais ça que tu m'en parles l'autre fois. Non, mais comme un message, là. Ou tu sais, de ce que tu as appris en fond de cette affaire-là, puis tes conclusions, un peu de ça, tu sais. Ben, ce que je me suis rendu compte. Sans vouloir te mettre en the spot. Non, c'est correct. Ben, c'est quand même pour ça que je suis ici, là. Donc, je suis déjà en the spot. Non, mais c'est que ce que je me suis rendu compte, c'est à quel point c'est complexe de comprendre comment le cerveau réagit à un tel impact. Puis c'est quasiment comme moi, ça m'a quasiment pas découragé, mais je me suis dit, hey, comme tu disais, ben là, rendu là, qu'est-ce qu'on fait pour aider ces athlètes-là? Je sais pas, puis ça m'a déçu un petit peu. Dans le sens, pas déçu, mais ça m'a dit, wow, puis là, je réponds pas à ta question, je vais y revenir éventuellement. Mais il y a cet aspect-là, puis il y a l'aspect aussi que on n'est même pas trop sûr c'est quoi une commotion cérébrale. Si tu demandes à bien des docteurs, comment tu fais pour prévenir quelque chose que tu sais pas vraiment ce que c'est? Comment tu fais pour dire si quelqu'un en a une? Et je suis sûr qu'il y a plusieurs gens qui nous écoutent qui se disent, ben moi j'en ai eu. Hein? Ça m'est déjà arrivé, j'ai joué quelques années au rugby où après un coup, tu te dis, je vois des étoiles, moi, là. Tu sais, genre des petits spots, puis tu te dis, ben là, pourtant, je ne me suis pas frappé. Pourquoi? Puis après ça, éventuellement, je me suis rendu compte que c'était toujours le premier coup, mettons, dans un match. Puis je me suis dit, c'est peut-être juste comme une réaction, tu sais, je sais pas. Puis là, tu te dis, mais si on sait pas ce que c'est, comment est-ce qu'on peut prévenir? Puis, ce que ça m'a fait rendre compte, là, toute ma recherche, c'est que, en gros, on en connaît trop peu encore pour être efficace. Puis, il va falloir continuer à être curieux puis à vouloir pousser la recherche. Puis je pense que la meilleure affaire, tu sais, tu disais tantôt que l'éthique, là, à quel point c'est important. Je pense que la culture à l'intérieur d'une équipe, la culture à l'intérieur d'une ligue est excessivement importante. Que si tu as un bon directeur, tu sais, des bons qui supportent ses arbitres, qui va dire, hey, les jeunes, là, c'est comme ça que ça va se jouer. Puis qui met, tu sais, l'expression qui met ses culottes, là, qui dit, OK, on va arrêter d'agir comme ça. On va arrêter de se blesser. Honnêtement, c'est probablement un des meilleurs moyens pour protéger les athlètes. C'est de pas laisser les gens se blesser. Mais à part ça, j'ai pas vraiment de Non, mais c'est conclusion. C'est quand même intéressant parce que ça va au-delà, je pense, de la science. En fond, la solution va au-delà de la science. Puis au-delà la combinaison de ces choses-là qui vont réduire au final les commotions, tu sais, je pense que c'est pas... Ben, tu sais quoi, c'est ça que je me suis rendu compte. Il n'y a pas de casque qui vont enrayer les commotions, tu sais. Non, je pense que c'est exactement ça que je me suis rendu compte, David, c'est que je me suis rendu compte que mon rôle à moi en tant que biomécanicien puis en tant que quelqu'un qui faisait de la recherche pour développer des casques, je me suis rendu compte à quel point mon impact à moi était très petit par rapport à l'impact que les gens qui créent les règlements et les appliquent ont. Puis ça m'a rendu très humble. Donc, c'est pas que je me sens pas utile, mais je me rends compte qu'il y a tellement d'autres aspects qui sont importants. Puis c'est pour ça que dans le laboratoire, on a travaillé avec beaucoup de docteurs, tu sais, Charles Taylor, qui ont leur propre organisme pour sensibiliser les gens aux dommages à long terme de la commotion cérébrale. Puis je pense que le meilleur moyen de faire, c'est que tous ensemble, on se rend compte que c'est une blessure qui est grave. Puis, il faut qu'on commence à écouter les athlètes quand ils disent qu'ils ont un mot de tête, puis qu'on arrête de faire des jokes comme quoi c'est quelqu'un qui peut-être, ça ne tente pas de venir à la pratique aujourd'hui. Qu'on se rende compte que des fois, on peut pas voir la blessure, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là. Puis après ça, comme je te dis, il faut essayer de trouver un moyen de changer la mentalité des gens, puis de se dire que c'est possible de jouer au hockey, puis de rester physique, puis de demeurer viril, parce qu'il y en a qui voient ça de même, sans nécessairement vouloir arracher la tête à quelqu'un.
puis essayer de le faire non plus. Je trouve que c'est un bon mot de la fin. J'aime ça. De finir là-dessus, un peu d'espoir et de responsabilisation. Phil, merci énormément d'avoir pris le temps d'être venu nous jaser. Reste là quelques instants après qu'on finisse, puis on va finir l'enregistrement. Mais merci d'avoir passé au podcast. Ça a été vraiment intéressant. Ben, ça me fait plaisir. Merci à Philippe Rousseau d'avoir pris le temps de venir nous parler. Je vous rappelle que j'essaie de mettre en description ou en commentaire les liens du footage discuté par Philippe dans l'épisode pour aider à la compréhension. Sinon, je vous rappelle que Pavel Barber, le Pavel Barber, vous attend sur Patreon dès maintenant. Patreon.com/DreadSurTape. Allez, faites le saut dans l'équipe DreadSurTape et soyez des leaders. Allez, à la semaine prochaine. Wouh!